il y a un gars que je connais qui, son rêve à lui, c'était de rencontrer Guy Lafleur, tu sais. Ouais. Le gars, c'est pas un gars de pique, c'est un président de compagnie. J'ai pas besoin de donner le nom de la compagnie, mais c'est un gars qui est assez bien nanti, absolument volubile, puis tu sais, tout ce que ça prend pour devenir président d'une compagnie, là, tu sais. Puis j'ai dit, écoute, j'ai un tournoi de golf dans 2 semaines avec Guy Lafleur. Si tu veux, je peux te le présenter. Viens me rejoindre dans le parking à telle heure. Puis je vais prendre Guy, me le sortir du tournoi de golf, puis du souper, puis il va te l'emmener, tu vas avoir 5 minutes avec. Ah, il dit, parfait, il se met. Fait que là, je l'appelle la journée, je dis, bon, tu vas venir asseoir à 7h30 dans le tournoi. Dans le parking, il dit, oui, je vais être là. J'ai à Guy, j'ai dit, hey, il y a un de mes chums qui voudrait le voir, puis c'est un fan fini. Ah, certain, il va aller le voir. On sort dehors, on arrive face à face avec le gars. Le gars, il la regarde, c'est plus capable de bouger, plus capable de parler, plus capable de rien. C'est Guy qui a dit, voyons, monsieur, puis il shakeait le gars, tu sais, voyons, monsieur, c'est moi qui l'a fait. Voulez-vous une photo, monsieur? C'est Guy qui disait, veux-tu une photo avec moi? L'autre était là, puis il bougeait plus, avec son Kodak dans les mains. Tu sais, c'est une affaire débile. Mais Guy, lui, il n'a pas commencé à dire, par moi, il est innocent. Mais non, il a pris à peine d'y parler au gars, puis de le mettre à l'aise, puis finalement, le gars, il a dit merci, M. Lafleur, puis il a pris sa photo, puis il était bien content, mais tu sais. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La Santé au-delà des mots. Mon invité aujourd'hui est né le 5 novembre 1952 à Québec. Depuis son tout jeune âge, il a rêvé de piloter des grands porteurs et c'est un rêve qu'il a finalement atteint au cours de sa carrière. Mais il est surtout connu pour son exploit du 24 août 2001 où il a réussi à faire planer un Airbus A330 durant près de 20 minutes suite à une panne de carburant pour finalement faire atterrir l'avion aux Açores en sauvant la vie de plus de 300 personnes, incluant les membres d'équipage. Vous aurez deviné qu'il s'agit du commandant Robert Piché. Cependant, comme vous le découvrirez au cours de l'entrevue, Robert Piché est beaucoup plus qu'un pilote de ligne. C'est aussi un homme qui a un vécu hors norme et qui a connu toutes les difficultés dans la vie pour finalement en ressortir grandi. Au cours de cette entrevue, nous discuterons de toutes ces facettes de sa vie et nous discuterons notamment de son engagement pour aider les personnes en proie à une dépendance. Je suis donc convaincu que vous allez grandement apprécier cette entrevue avec le commandant Robert Piché. Bonne écoute. Bon matin, Robert. Bon matin, Jean-Pierre. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Ouais. Surtout, je viens de m'acheter un condo à Tremblant. C'est super beau matin. OK, là, je te rejoins dans le coin de Tremblant, là. Ouais, c'est ça, je suis dans mon condo à Tremblant, ouais. Alors, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, là, parce qu'on est jeudi matin, 7 heures. Moi, j'ai toujours été un lève tôt, de toute façon. C'est pour ça, quand tu m'as proposé la plage horaire, ça me dérangeait pas. C'était bon, j'aurais pu mettre même plus tôt, peut-être, là, tu sais. Ben ouais, t'aurais pu mettre 6 heures, puis j'aurais été là pareil. Écoute, avant de commencer, je te raconte une anecdote parce que je t'ai connu il y a plus de 10 ans, puis à l'époque, mon garçon plus jeune, Philippe, écoute, était très jeune, tu sais, puis je pense que la première fois qu'il a entendu parler de toi, c'était par la bande dessinée. Ah oui, OK. Puis ensuite, il y a un personnage dans Les Têtes à claques qui s'appelle le commandant Pichette.
Ouais, ouais. qui est probablement une parodie. Alors, le paradis du vrai, ouais. mon fils Philippe était convaincu que tu étais un personnage de bande dessinée. Ouais. Jusqu'à ce Jusqu'à toi, tu lui dises que tu le connaissais, le vrai. qu'il te voit rentrer dans la cuisine chez nous. Ah, ben oui, ben oui. Il m'a raconté ça dernièrement. Hein? Il a dû faire le saut. Il l'a bien caché quand même. Quand on l'a rencontré, il l'a bien caché. Ouais. En tout cas, bref, c'est le début. C'est bizarre pareil. Ouais, j'ai une anecdote de même qui me vient. Okay. Les enfants qui font des travaux scolaires, puis contre ma vie, où ils parlent de moi. Tu sais, c'est bizarre. C'est une drôle de patente qui m'est arrivée quand même. Le rayonnement que ça a eu, tu sais. C'est comme on disait tantôt, ça dépasse un peu le sujet, tu sais. Ça dépasse un peu l'atterrissage d'urgence qu'on a sauvé 300 vies, tu sais. Exact. Le rayonnement est plus grand que ça. Quand on s'est parlé la semaine dernière, t'as dit une chose qui m'a vraiment frappé, puis on a parlé un peu de Guy Lafleur, du décès de Guy Lafleur, puis là, je t'ai dit, tu sais, je vais t'envoyer un peu les questions de l'entrevue, puis tu m'as dit, moi, j'ai rien à cacher. Puis ça m'a rappelé, parce que j'avais entendu Guy Lafleur en entrevue avec Penelope McQuaid, puis il avait tenu exactement les mêmes propos là concernant sa vie, là, donc... Comment est-ce qu'on en vient là à devenir un personnage public puis à considérer qu'on n'a rien à cacher? Guy Lafleur, quand il jouait dans Pee-wee de Tursault, il a compté comme 150 buts dans sa première année. C'est sûr et certain, dans sa tête de petit cul, il y a quelqu'un qui a dû lui dire, un jour, tu vas jouer dans la Ligue nationale, tu vas devenir une grande vedette. Mm-hmm. Ça, c'est comme Michel Côté, il m'a déjà dit personnellement, une confidence, que quand il était petit cul à Alma, il voulait faire un comédien. Il savait qu'à un moment donné, il allait être connu par le public, puis que ça faisait partie de son cheminement pour devenir un comédien. C'est pas ça, c'était pas la principale cause de devenir un comédien, mais ça faisait partie de la chose. Puis à un moment donné, il est devenu connu comme Guy. Quand ils sont venus connus, ben, ils ont fait avec. Parce que moi, je pensais jamais de devenir un personnage connu, une personnalité connue. Tu sais, moi, c'est arrivé par la bande. Tu sais, quand tu connais les événements. Mm-hmm. Et j'ai côtoyé ces deux hommes-là. Je les ai vus comment aller, tu comprends? OK. Et Tigui, tout le monde, il pardonnerait tout à Tigui. Tu sais, peu importe ce qu'il faisait, Tigui était l'idole du peuple. Et moi, quand je faisais des séances de signature avec lui, là, je voyais comment il était humble et cool. Mais il se forçait pas à l'humilité. C'était naturel chez lui. Tu comprends? D'accord. Puis vu qu'il était une grosse vedette, et il a fait avec, puis il restait humble aux gens. Puis c'est ça que les gens aiment, c'est l'humilité que tu dégages quand tu es une personnalité connue. Parce qu'aussitôt que tu te prends trop pour un autre, ça paraît trop. Tu vois? Okay. Et moi, un peu à l'instar de Guy, qui est devenu une grosse vedette, puis il a commencé très jeune à être la grosse vedette de son club, et à apprivoiser un peu cette popularité-là qu'il avait depuis qu'il était Pee-wee. Ben moi, c'était pareil dans mon temps. Moi, tu vois. J'ai été obligé d'apprivoiser cette popularité-là. Puis, moi, dans mon événement du vol 236, j'ai manqué de mourir et j'ai eu peur de mourir. Mm-hmm. Ça m'a amené une humilité assez grande pour dire, ben, j'étais très chanceux parce que quand tu regardes les événements, tu sais, j'ai fait une conférence pour ton groupe. Mm-hmm. Quand tu décortiques mon événement, il y a des éléments de chance là-dedans qui n'ont absolument rien à voir avec moi, qui m'a permis de sauver ma vie premièrement, puis sauver la vie de 305 personnes. Mm-hmm. Je peux pas faire autrement qu'être humble quand je suis revenu de là. Puis quand j'ai commencé à côtoyer ces deux grands-là, Michel Côté et Guy Lafleur, je me suis aperçu que les autres étaient des personnalités connues, très connues, des vraies vedettes à l'instar de moi, qui étaient humbles d'une manière naturelle. Okay. Ils respectaient le fait qu'ils étaient des personnalités à part du monde normal, tu sais, parce que ces gars-là, ils ont eu un talent qu'ils ont réussi à développer, tu comprends? Un peu la même chose que moi par la bande. Tu sais, moi, j'ai pas fait ça pour devenir connu comme les autres, ils l'ont fait pour devenir connu, mais le résultat est le même, tu vois? En côtoyant les grands comme ça, tu t'aperçois comment il faut que tu réagisses. Puis, j'ai vu Guy Lafleur, moi, il parlait des enfants de 5 ans, qui se mettent à leur niveau, là. Le petit gars, il regardait Guy Lafleur avec les yeux grands ouverts, parce que son père, il disait, lui, là, c'est tout un joueur de hockey. Le petit gars, ben, tu sais, il regardait Guy Lafleur comme si son père était tu sais, quand il voyait son père impressionné devant un personnage connu,
qui n'avait jamais vu son père impressionné avant ça. Il se dit, ben, ce gars-là, c'est sûr que ça doit être quelqu'un d'important, voir la réaction de mon père. Fait que le petit gars, il épousait la réaction de son père, puis il regardait Guy Lafleur avec des grands yeux, tu vois. C'est l'humilité qui est très importante là-dedans. Mais toi, as-tu l'impression que tu suscites quel genre de réaction, disons, quand tu vois des gens, là, où... Et moi, je veux te dire, je vais te donner une anecdote. Une fois, quand on écrivait mon film, j'étais avec le gars qui écrivait le film, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, je suis parqué dans la rue, puis je vais mettre de l'argent dans le parcomètre, tu sais. Mm-hmm. Le scénariste, il me dit, je vais aller avec toi dehors, ça me fait prendre une marche, ça va nous faire sortir de notre brainstorming qu'on est en train de faire. Mm-hmm. Comme je sors de son immeuble, il y a une femme qui arrive devant moi, puis elle tombe à genoux, puis elle me prend la main. La femme était tellement en extase, là, plus capable de parler, mais pas en extase de genre qu'elle me trouvait beau, puis qu'elle essayait de me chanter à la pomme. C'est pas ça. En extase dans le sens que mon histoire l'avait vraiment inspirée. Puis sur le coup, j'ai dit à la dame, donnez-moi votre main, madame, je vais passer mon énergie. Mm-hmm. Quand j'ai donné la main, là, la face qui a comme allumé, là, le scénariste était à côté de moi, là, la bouche bée, il savait plus quoi dire. Puis quand on a rentré dans le brainstorming, il a développé de nouvelles idées pour mettre ça à l'écran. Tu comprends? OK. Et ça, moi, qui je suis, moi, pour qu'une dame tombe en genoux devant moi, là, en extase comme ça, tu sais? Pas en extase de séduction, là, en extase que j'étais très important dans sa vie quand elle a lu ma biographie, tu sais. Moi, je suis le premier surpris par ça. C'est parce que moi, j'étais un bum. Moi, j'étais un bum qui a fait une patente de la prison, puis une patente qui m'a été donnée, que j'ai réalisée, puis l'atterrissage du vol de transit, je l'ai pas fait pour devenir connu, puis je l'ai fait pour sauver ma propre vie, pour sauver la vie de mes passagers. Tu sais, je veux dire, c'était ma job, c'était pour ça que j'étais payé et entraîné. Puis c'est ce que j'ai fait. Peu importe tu es d'accord ou pas d'accord de la manière que je l'ai fait, j'ai assuré quand même la sécurité de mes passagers, qui est ma priorité numéro 1. J'ai assuré la sécurité de l'avion qui vaut 200 millions US, tu sais. C'est ça la priorité de ma job, ben moi, toi. C'est bizarre, ces affaires-là, mais Guy, c'était un exemple pour moi, tu sais. Okay. Pour le peu de temps, je l'ai côtoyé. Je l'ai côtoyé peut-être une dizaine de fois là, dans ma vie, là, pour des événements, de tournois de golf, des levées de fonds, des tournées médiatiques. C'est ça que j'ai ressorti de cette rencontre avec ce grand homme. Tu sais. Bon, on dirait que dans les deux cas aussi, Guy Lafleur et toi, vous êtes des héros imparfaits, là. Ah oui, carrément. Peut-être ça rend ça encore plus marquant ou attirant pour le public. Ouais, attirant, ouais. Tu sais, puis l'atterrissage, le monde ne connaisse pas trop le principe de l'aviation, comment ça fonctionne un avion. En plus, ils parlent que j'ai atterrissé aux Açores. Fait que là, c'est où les Açores? La majorité des gens ne connaissaient pas l'existence des Açores quand ils en ont entendu parler à travers mon histoire. Là, tu vois sur une carte monde, tu essaies de trouver les Açores. C'est un petit point, tout petit dans le milieu de l'Atlantique. Là, ils se demandent dans leur tête, vu qu'ils ne connaissent pas la synergie d'un avion, comment il a fait pour atterrir cet avion-là sur ce petit point-là. Tu sais, ils ne peuvent pas penser qu'il y avait une piste militaire de 11 000 pieds de long, puis c'est la place idéale pour faire un atterrissage d'urgence. Les autres ne sont pas au courant de ça. Ils ne sont pas au courant que sur la portion de l'Atlantique, mon aéroport d'urgence, s'il m'arrivait quelque chose, c'était les Açores déjà prévus dans mon plan de vol. Ils pensent que j'étais chanceux, il y avait une île là où j'ai atterri. Ben, c'est pas de même que ça se passe, tu sais. Mais quelque part, ça joue un petit peu sur l'imaginaire des gens. Tu sais, ça rend la chose plus grand que nature. Tu sais. Mais c'est quand même... Dis-moi, crois-tu au destin, toi? Ou... Ben, c'est pas une question que je crois au destin. Moi, je crois beaucoup à... tu sais, on parle dans les alcooliques anonymes de la puissance supérieure, tu sais. Okay. Je crois beaucoup, moi, que on peut appeler ça le destin. Oui, il y en a qui appellent ça le destin, mais si tu crois en quelque chose et tu le demandes d'une manière volontaire et tu le laisses aller, on appelle dans le milieu des A, le lâcher prise, tu sais. C'est sûr, si je demande une corvette demain matin dans le cours, puis je lâche prise, ça veut pas dire que dans une semaine, on va avoir une corvette. Mais ben, par écoute, contre, à moins qu'un concessionnaire Chevrolet écoute le balado, là, écoute. Ouais, c'est ça. Il dit, va le commanditer, moi, il y en a amener un, il va faire un beau du saut, là, tu sais. Mais je crois plus à comment je te dis, tu sais, c'est comme moi, ma mère, elle me disait tout le temps, fie-toi à ton petit doigt. Tu sais, les vieilles, ils disaient ça, le petit doigt. C'est l'instinct, tu comprends? C'est de faire confiance en toi-même, puis de faire confiance à ce qui va t'arriver va être bon. Mais j'ai un dénominateur commun dans mes 70 ans de vie, que tout ce qui s'est passé dans ma vie, puis tout ce que je peux décortiquer les événements importants dans ma vie,
C'est moi, j'ai toujours été un gars intrinsèquement honnête. Moi, j'ai jamais rien fait pour épater la galerie. J'ai jamais rien fait pour diminuer un autre qui était à côté de moi, voler son argent, puis le ridiculiser devant le monde. J'ai toujours été honnête dans mes démarches, peu importe la démarche que je faisais. Tu comprends? Puis ça, on dirait que l'honnêteté, quand j'ai commencé à faire du AA il y a 20 ans, puis tu lis dans la littérature des AA, le membre fondateur Bill Wilson, Bill W, parle de la rigoureuse honnêteté. Pas juste avec les autres, avec toi-même. Et moi, j'ai toujours été rigoureusement honnête avec moi-même dans toutes mes démarches de ma vie. Je faisais rien pour empiéter sur le bien d'autrui, tu vois. Je faisais rien pour épater la galerie, tu sais. Mais quand tu regardes ma vie, tu serais peut-être porté à penser que quand je t'ai cherché de la dope en Jamaïque, ben, c'était pour péter la galerie. Ben non, moi, j'étais un aventurier de nature, j'étais un téméraire, puis ça allait jamais assez vite dans ma vie, fait que moi, j'ai fait ça pour le trip, j'ai pas fait ça pour l'argent, puis dire, le monde va penser de parler de moi, puis en tout, moi, c'est plus le trip que d'autres choses, tu sais. Puis les gens, quand tu le regardes de l'extérieur, tu penses pas que c'est à cause de ça que je l'ai fait, tu sais. Ouais. Fait que je pense que l'honnêteté t'amène à ce que tu es supposé t'amener. Et si tu fais les choses d'une manière honnête, ce qui est supposé t'arriver va t'arriver. Tu sais, on dit tout le temps là, dans la vie, tu es toujours éprouvé parce que tu es capable de prendre l'épreuve. Si tu penses à ça, peu importe l'épreuve que tu es en train de vivre, c'est parce que tu es supposé être capable de la prendre, cette épreuve-là. Il y a bien des gens qui pensent pas de même, qui ont de la misère à réaliser ça dans leur vie, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours fonctionné d'une manière honnête quand même. Ça m'a beaucoup aidé. Le préambule ou les prémices de ma question, c'était au départ du vol 236 quand tu as été dévié vers le sud, là. Tu y fais référence. Ouais. Ça, c'est le fruit du hasard complet, ça. Ben, tu nous racontais juste cet épisode-là. Ouais, sur tout le réseau d'Air Transat. À ce moment-là, avant la pandémie, Transat avait plusieurs destinations, plusieurs lignes aériennes, ça. Puis quand tu étudies, puis tu calcules ce qui m'est arrivé, sur tout le réseau d'Air Transat, tous les transatlantiques, les transpacifiques qu'on faisait avec les avions d'Air Transat, c'est la même chose arrive dans les mêmes moments, à la même place, que j'ai pas Tercera comme aéroport de dégagement. J'étais jamais ri. Je crache dans l'eau. Puis les chances de survie sont pratiquement nulles. Et quand tu continues à calculer ça, la seule place que ça pouvait arriver, c'était un Toronto-Lisbonne avec un 60 000 de déroute. Ça, c'est un facteur chanceux. Le déroutement était second. T'es motivé par quoi? C'est parce que les gens, ils sont pas portés à y penser, mais à tous les soirs, mais avant la pandémie, encore une fois, là, tous les soirs, il y a au-dessus de pas loin de 200 avions de toutes compagnies confondues, nord-américaines et européennes, qui font la traversée de l'Atlantique. OK. Il faut que tu gères tout ce monde-là. Puis tout le monde qui sont déjà allés en Europe, tu es déjà allé en Europe, tu le sais toi-même, on va toujours plus vite en Europe qu'on y revient parce que les vents sont prédominants de l'ouest. Vu que tu pars de l'ouest vers l'est, ben, tu es poussé vers les vents. Puis toutes les compagnies aériennes, quand ils construisent leur plan de vol pour la soirée, ils essayent de mettre leurs avions sur la route qui est le plus de vent, de rendre le plus vite possible en Europe pour faire une économie de carburant, puis une économie de prix, puis avoir plus de profit sur le billet d'avion que tu viens de vendre, tu sais. Okay. Ça a donné que ce soir-là, il y avait une route aérienne qui avait été choisie par notre compagnie, qui était la plus populaire de ce soir-là, mais il y avait trop de monde sur cette ligne américaine, aérienne-là. Okay. Et le contrôle aérien, vu qu'il n'y a pas de contrôle au-dessus de la mer, parce que la moitié ouest de l'Atlantique est contrôlée par Gander, la moitié est de l'Atlantique est contrôlée par Shannon. Il y a des points de rapport, il y a des points de latitude, tu sais, longitude, latitude, au-dessus de l'océan, où on se rapporte. Et ce soir-là, ben, il a vu qu'il y avait trop de monde, parce que quand tu fais une traversée transatlantique et tu suis un autre avion à la même altitude, vu que c'est pas le même modèle, il faut toujours que tu aies 10 minutes d'écart entre les deux avions sur toute la traversée de l'Atlantique. Si sur toute la traversée de l'Atlantique, les deux avions sont à la même altitude, dans la même direction, sur la même ligne aérienne, ils n'ont pas 10 minutes d'écart de temps, tu es obligé de la dévier un des deux avions ou changer les altitudes. Okay. Pas le choix. Et moi, je suis arrivé sur le point pour rentrer dans l'océan Atlantique. Probablement, j'avais un avion en avant ou en arrière de moi qui s'en venait. On n'aurait pas le 10 minutes. Puis vu que je m'en allais dans le sud de l'Europe, tu sais, je m'en allais au Portugal quand même, à Lisbonne, le contrôleur aérien me demandait si je pouvais me dérouter au sud. Mais moi, quand je regardais sur mon plan de vol, faire la différence de la route qu'il me demandait, je perdais une minute de vol. Tu sais. Okay. Moi, je me suis dit, de la manière qu'il me l'a demandé, ça a l'air tellement
y tenir. Il a l'air tellement à y tenir, le contrôleur aérien, pour régulariser son affaire. J'ai accepté son déroutement. Je perdais 1 minute de vol, tu vois. C'est pour ça que je l'ai accepté. Mais je ne l'ai pas accepté en fonction de savoir que j'allais perdre mon carburant. Ben non, j'allais c'est évident. OK. C'est une chance, c'est une coïncidence qui m'est arrivée, mais c'est la coïncidence. C'est le premier fait important qui m'a permis de me rendre aux Açores pour sauver la vie de 306 Et personnes. au moment d'atterrir aux Açores, là, il te restait combien de minutes, tu penses? C'était comme il te restait 30 secondes? Ou Non, quand je suis arrivé 60 000, c'est quand même pas beaucoup. Il restait plus d'essence quand je suis rentré au... Oui, c'est ça. Mais tu aurais pu planer combien de temps encore? Pourtant, j'ai plané pendant 18 ou 19 minutes. Là. Mm-hmm. Et les batteries, vu que tu marches sur les batteries sont bonnes. Si tes batteries sont bonnes pour 30 minutes. OK. Après ça, le peu d'énergie que j'avais procuré par les batteries, après 30 minutes, je n'aurais plus eu de cette énergie. Fait que là, j'ai arrêté 2 fois plus encore dans le problème, tu vois. OK. Toutes les circonstances, quand tu regardes ça, là, si j'ai pas eu ce 60 000 de déroutement-là, je peux pas me rendre aux Açores, tu vois. Ce vol-là, dis-moi, est-ce qu'avec le recul, c'est un beau souvenir ou c'est un cauchemar? Ah, moi, je trouve que c'est un beau souvenir. Tu sais, Okay. J'ai toujours été un tripeux, moi. Depuis que je suis jeune. Moi, j'ai toujours été un gars. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été un gars très, très, très curieux. Okay. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai pris ma retraite en 2017, puis je partenais dans un érablière, ben tu le sais, hein. Oui. Je partenais dans un érablière dans Gaspésie. Mon chum, il dit, Bob, il dit, on pourrait-tu essayer d'ouvrir un kiosque pour vendre du sirop d'érable avant les fêtes? Puis tu es en retraite. J'étais voir un centre d'achat, je me suis installé dans le centre d'achat, j'ai loué un spot, puis il m'a envoyé son sirop d'érable, puis j'ai commencé à vendre du sirop d'érable, tu vois. Mais le monde, il m'en regardait, puis il pensait que, parce que ma retraite était médiatisée, tout le monde disait, il est à retraite, il va pas avoir d'argent, le gars, il est obligé de vendre son sirop d'érable, tu comprends? Mais moi, ouais, c'est ça, mais moi, j'ai fait cette affaire-là pour connaître comment ça fonctionnait, un centre d'achat. Okay. Parce que là, j'avais le droit aux coulisses, j'avais le droit d'aller en arrière, j'avais le droit de rencontrer d'autres exposants, d'autres personnes qui avaient des magasins là, tu vois. Mm-hmm. Pendant 2 mois de temps, j'ai côtoyé ce monde des centres d'achat-là. Moi, c'est juste ça que je voulais connaître, comment ça fonctionnait, un centre d'achat. Quel genre de personnes qui travaillent dans un... J'en ai un, là, je te mens pas, là. Lui, il travaillait dans une parfumerie, là. Tu sais, il vendait des parfums... c'était un Pakistanais. Lui, là, il était là, Jean-Pierre, là, de l'ouverture à la fermeture, 7 jours par semaine. Okay. Dans le temps des fêtes, le centre d'achat est ouvert quasiment 12 heures par jour, là, 7 jours par semaine. Puis, en arrière de son comptoir, là, 12 heures, là, j'allais le rencontrer, j'allais le voir, puis j'ai commencé à sortir, puis moi, je faisais ma tournée, je disais bonjour à tout le monde en arrière. Oui. Puis lui, il me disait, mais moi, je chauffe une grosse Mercedes. Tu comprends? Puis là, je suis marié, puis il me montrait des photos de sa fille, sa femme venait d'accoucher. Mais lui, là, sa job plate qu'il avait, là, lui permettait un train de vie qu'il n'aurait jamais été capable d'avoir au Pakistan. Le fait de conduire sa Mercedes à lui, là, c'était l'apothéose de sa carrière. Le rêve de sa vie. Le rêve de sa vie, parce que moi, je suis allé au Pakistan. J'ai vu comment les gens vivent là-bas. Puis quand tu fais le rapport entre les deux, tu t'aperçois que lui, là, quand il écrit chez eux au Pakistan, là, c'est l'Américain qui a réussi. Parce qu'il chauffe. Il ne montre pas une photo qui est 12 heures par jour dans sa parfumerie, mais il montre sa photo au volant de sa Mercedes, tu vois. Fait qu'il passe pour un héros là-bas, tu vois. Mm-hmm. Et moi, c'est pour ça, j'étais un tripeux, moi. C'est pour ça que les gens pensaient que j'étais là parce que je manquais d'argent, mais ça n'avait rien à voir. C'était pour connaître comment fonctionnait. Fait que moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été curieux dans tout. C'est ça qui m'a toujours motivé, moi. Puis dis-moi, c'est ça. Donc, tu disais que pour toi, c'était un beau souvenir, mais sans cet événement-là, c'est le trip ultime de ma vie, dans ma profession. Imagine-toi, là, avoir une perte massive de carburant en plein milieu de l'océan Atlantique. Tu ne peux pas avoir quelque chose de plus extraordinaire pour un pilote. Que tu fais face à la mort, tu penses que tu vas mourir, puis tu réussis à t'en sortir. Tu sais, quand je compte dans ma conférence que de 18 minutes, quand j'ai su que je pouvais tenter un atterrissage à l'aéroport, quand j'ai su que la manière que j'étais avec l'attitude, la vitesse, la manière que l'avion se comportait, que j'étais sûr de me rendre à l'aéroport pour tenter un atterrissage, l'adrénaline maximum chez l'être humain est venu me chercher, puis c'est un feeling. En tant que tripeux, c'est un feeling extraordinaire. Je suis privilégié d'avoir ressenti ça au moins une fois dans ma vie, que de ne pas l'avoir provoqué par un sport extrême. Tu sais, les gars qui font du sport extrême, c'est parce qu'ils veulent provoquer cette adrénaline-là maximum. Et moi,
j'étais privilégié de la ressentir dans une circonstance que je pouvais vraiment mourir, puis c'est moi qui avais le contrôle. Tu sais, j'étais dans la pire des situations qu'un être humain puis qu'un commandant de bord peut pas être. Je veux dire, un avion qui fait 155 tonnes au l'océan Atlantique avec les 2 moteurs éteints. En même temps, j'ai le contrôle du scénario. C'est un feeling extraordinaire, tu sais. C'est comme le 236, c'est comme. Là, c'est correct, je peux en parler de même parce que ça a bien fini, mais le 236, c'est l'apothéose du tripeux que j'étais depuis que j'étais jeune. Disons, le beau côté des choses, c'est que si ça avait mal terminé, tu serais pas là pour en parler. Donc, c'est ça, je serais pas là pour en parler. Et si on en revient sur les questions que tu m'as posées avant, ma rigoureuse honnêteté avec moi m'a emmené jusque-là. Tu comprends? Okay. Ouais. C'est bizarre parce que même quand tu parles de la prison que j'ai faite dans les années 80, qui m'a fait développer mon instinct de survie, parce que j'étais tout seul de Québécois dans une prison de 800 prisonniers aux États-Unis, j'étais tout seul à parler français, et j'ai obligé de développer mon instinct de survie, tu vois. Puis cet instinct de survie-là, 18 ans plus tard, m'a servi pour atterrir cet avion-là, parce que j'étais pas en urgence. Quand le deuxième moteur a arrêté, on tombait en survie. Puis ça, la survie, c'est pas enseigné dans aucun cours de l'aéronautique, c'est jamais pratiqué dans un simulateur. Mais moi, j'avais eu de la pratique avant, dans les années 80, quand j'avais fait mon temps carcéral, tu sais. Dis-moi, avais-tu peur de la réaction de ton copilote pendant les événements? Non, c'est que, tu sais, que moi, j'étais un vieux dinosaure, tu sais, j'étais un vieux de la vieille, puis j'ai commencé à piloter. Moi, c'est que quand j'ai commencé comme copilote, il n'y avait pas vraiment de discussion entre le commandant et le copilote. Tu t'assis là, tu te fermes ta gueule, tu regardes ce que je fais, puis si je trouve que tu fais une bonne job, moi, peut-être te laisser toucher aux commandes. C'était le même dans mon temps, tu sais. OK. Quand tu étais commandant, tu te fiais juste à toi. Parce que l'entraînement n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Les machines n'étaient pas fiables comme ils sont aujourd'hui. La technologie n'était pas avancée comme elle l'est aujourd'hui. Fait que, fallait que tu aies tes propres repères personnels pour rester vivant tout le temps. Tu sais, quand tu commençais ta carrière dans les années 70. Tu sais. J'ai toujours été un gars qui gérait un premier officier comme un gars qui va m'aider à réaliser ce que j'ai à faire, mais je sais déjà où est-ce que je m'en vais. Tu comprends? Okay. Aujourd'hui, vu que les techniques ont changé, puis il nous suggère de jaser avec le premier officier, de l'impliquer dans les décisions. Je le faisais impliquer le gars dans les décisions pour rester dans les paramètres d'entraînement. Mais peu importe ce qu'il m'aurait dit, c'est moi qui décidais quand même. Hein? Mon idée était déjà faite, même quand j'ai posé la question qu'est-ce qu'il en pensait. Puis cette journée-là, l'Airbus 330, la manière qui a été construit, c'est un fly-by-wire qu'on appelle, là, tu sais, c'est des impulsions électroniques qui font réagir les contrôles. Puis si jamais qu'on tombe tous les deux ses commandes sur le joystick, parce qu'on a chacun un joystick, moi je veux tourner à gauche, puis lui il veut tourner à droite, l'effet s'annule. Fait que tu vas pas nulle part. Fait que moi j'avais comme l'appréhension que si je ne l'impliquais pas dans la démarche d'atterrir cet avion-là, peut-être qu'elle a sauté ses commandes pour essayer de sauver sa propre vie quand elle a revu que la piste s'en venait. Puis, tu sais, c'est un atterrissage là qui est les 2 moteurs éteints. Là, j'ai pas pratiqué ça. Moi, là, comment ça va réagir, cette patente-là, quand on essaie de l'atterrir, tu sais. Moi, je sais que si j'avais été à sa place, dans la même situation qu'un gars que je connais pratiquement pas comme commandant, je suis pas certain que je m'aurais croisé 2 bras. J'aurais laissé le gars faire. J'aurais plus sauté ses commandes moi-même. Les autres, toi, là, c'est moi qui vais l'atterrir, tu sais. Okay. J'appréhendais que lui, c'est une crise de panique qui peut pas nécessairement qu'il voulait aller à l'encontre de ce que je suis en train de faire, mais j'avais toujours l'appréhension que pour sauver sa propre vie, tu sais, le geste ultime avant de mourir, essayer de sauver ta propre vie, que ton instinct de survie personnel embarque par-dessus l'événement, que tu essaies toi-même de t'en sortir, tu sais. C'est plutôt ça que j'appréhendais. Quand j'ai fait le 360, que tout le monde me parle, là, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour lui. Pour être sûr et certain. Parce que lui, il arrêtait pas de me dire on va être trop haut, trop vite. Puis dans la pratique normale, quand l'avion va très bien, surtout quand, on va donner un exemple, quand on allait à Rome, on dirait que les contrôleurs aériens romains, les Italiens, on dirait qu'ils prenaient des gageux. Que le gros porteur va l'amener haut puis vite, on va voir s'il va être capable d'atterrir sans faire son 360. On aurait dit que c'est parce que là, c'est la place la plus marquée, toutes les places que je suis allé dans ma vie avec un gros porteur, qui nous gardait toujours trop haut, trop vite. On dirait qu'il faisait exprès, tu vois. Toi, t'arrives de traverser le transatlantique, t'as 8 heures de vol dans le corps, t'as pas dormi de la nuit, puis t'amènes tout ça trop haut, trop vite. Bien souvent, quand ça arrivait, on demandait au contrôleur aérien,
faire un 360 par la gauche. Là, il te sortait de la loupe du trafic. Puis il te ramenait dans la loupe. Quand tu avais perdu ton altitude, il était à vitesse d'extra pour rembarquer. Parce qu'un avion comme l'Airbus 330, c'est comme un 18 roues sur la route. Tu peux pas atterrir ça. Tu sais, tu peux pas réagir, manipuler ça comme tu veux. Tu as un air d'aller, tu as un momentum. Tu sais, il faut que tu prennes le temps de ralentir. C'est comme un 18 roues, il n'arrêtera pas comme un Volkswagen non. Tu sais. Ça fait qu'ils ont une énergie cinétique qui te fait avancer. Fait qu'il faut que tu réduises cette énergie cinétique-là. Même si tu mets les freins, l'énergie continue à avancer pareil. Mais nous autres, on est pareil dans les avions, mais on est dans les airs. Okay. C'est une pratique normale. Fait que lui, quand il n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop vite, pour le calmer, pour pas qu'il saute ses commandes, je dis, moi, il fait un 360. Fait même, il va s'imaginer qu'il fait partie de la solution. T'sais. Mais moi, je voulais pas perdre l'aéroport de vue. Ben, j'imagine. J'essayais de calculer comment j'allais faire pour atterrir ça. Puis en faisant le 360, mais à un moment donné, l'aéroport se trouvait dans mon dos. Et je me suis dit, elle disparaîtra pas, l'aéroport. Elle est là, l'aéroport. Tu sais. Ouais. Finalement, j'ai fait le 360. J'ai pratiquement pas perdu d'altitude, puis j'ai pas diminué ma vitesse, puis ça n'en est pas aperçu. Il n'a rien dit par après. Il était content? Ben, peut-être pas. C'était peut-être pas un contentement, mais au moins, il y avait l'impression que j'avais fait quelque chose à sa demande, que j'étais trop vite. Tu comprends? Il faisait comme partie de la solution. Tu sais, Je veux absolument que tu nous racontes, là, vous atterrissez aux Açores, là, l'avion rebondit, tout le monde sort de l'aéroport, tout le monde s'embrasse. Puis là, il y a un couple de Portugais un peu en retrait qui s'engueulent. Ah oui, puis ça, raconte-moi ça encore. Je la compte dans ma conférence parce que les Portugais, on sait que c'est un peuple qui est très catholique, tu sais, très pratiquant catholique. En plus, pas juste catholique, très pratiquant catholique. Comme ici au Québec, on a plusieurs qui sont. Moi, quand j'étais jeune, on pratiquait. Tu sais, on allait à la messe le dimanche toute la patente. Aujourd'hui, je suis plus pratiquant. Je crois peut-être encore une force supérieure. J'appelle plus ça le bon Dieu. Mais les autres, ils sont très catholiques, pratiquants au Portugal, tu sais. Puis le gars, ben, dans la situation qu'il fait noir dans l'avion, hein, il n'y a plus de moteur, donc il n'y a plus de son, il y a un masque oxygène dans la figure, il y a une ceinture de sauvetage autour du cou, il est attaché sur son siège, tu sais. Il va mourir. Lui, en tant que catholique, il veut pas mourir avec une affaire qu'il a fait dans sa vie, puis aller en enfer. Fait que là, il faut qu'il dise à sa femme qu'il y a quelque chose à lui dire. Fait que sa dame, elle lui dit, qu'est-ce que tu as à me dire dans une situation aussi extraordinaire? Et il dit, il faut que je te le dise d'un go. Il dit, j'ai commis l'adultère. Fait que là, la femme, comme, tu sais, elle a appris ça sur le spot. Imagine-toi, en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre, puis elle vient d'apprendre que son mari l'a triché. Il dit, c'est pas tout, c'est avec ta propre sœur que je t'ai triché. Tu sais? Donc, le gars, comme je dis dans la conférence, je sais pas ce qu'il pense de Robert Piché, mais il est vivant et il est divorcé. Ça, c'est sûr et certain. Tu comprends? Puis là, le monde se demande, quand je compte ça dans ma conférence, comment c'est qu'on était au courant de ça? C'est quand on a évacué les 306 personnes, incluant le personnel navigant. Il y avait 304 personnes contentes. Ouais, ben oui, on s'est tous ramassés dans le champ à côté de la piste d'atterrissage, tu sais, avant que les autobus viennent chercher le monde et les amènent au terminal. Il y avait 304 personnes qui étaient super contentes d'être vivants, sauf ce couple-là qui chicanait, tu sais. Et nous autres, on pensait pas qu'ils chicanaient, l'équipage. On pensait qu'un des deux avait un besoin médical, puis il était trop gêné pour le demander. Fait que j'ai demandé à un des agents de bord qui était qualifié portugais, parce qu'il se parlait en portugais, moi je comprenais pas ce qu'il disait. J'ai dit, va donc voir si on a besoin d'un aide médicale, d'un médecin ou d'un infirmière. Il est revenu au bout de 3 minutes, il dit, tu ne croiras pas ce que j'ai à te compter, tu sais. C'est pour te montrer l'état d'esprit. Je parle de ça, c'est pour te montrer l'état d'esprit de mes passagers. Ben, bien souvent, le monde me demande s'il était paniqué en arrière. Ça te démontre l'état d'esprit que ce monde-là avait en arrière. C'est que le gars qui avoue ça à sa femme, il ne trompé que sa propre sœur, qui sait bien trop dans les 10 prochaines minutes, il va mourir d'une manière ou d'une autre. Tu sais, je veux dire, c'est juste pour démontrer l'état d'esprit quand même. C'est un fait cocasse, mais. Avant de prendre une petite pause, j'aimerais savoir, te rappelles-tu de ton premier vol après cet incident-là? Ouais, mon premier vol, moi, c'est que au mois de septembre, il fallait que je sois disponible pour les enquêteurs. Au mois d'octobre, j'avais des vacances annuelles, fait que j'ai pris mes vacances annuelles. À la fin du mois d'octobre, à la fin de mes vacances, le chef pilote m'a appelé et il a dit il faudrait bien que tu reviennes, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, quand on est revenu du vol 236, l'équipe médicale ne savait pas comment nous traiter. Les psychologues ne savaient pas comment nous traiter. Parce que dans l'industrie de l'aviation, ils ont plus d'expertise d'un crash que l'avion est en 10 000 morceaux. Ils s'occupent des rescapés. Ils savent quoi faire avec les rescapés parce qu'ils ont une expertise là-dedans. Mais là, comment qu'on fait pour gérer du monde? Quels soins qu'on leur donne d'un avion qui était censé crasher, qui n'a pas crashé? Quels soins qu'on leur donne?
Les autres, l'industrie ne savait pas quels soins nous donner. Puis toi, en tant que personne, vu que c'est la première fois que ça t'arrive, tu sais pas quels soins recevoir. Tu sais pas dans quel état d'esprit que t'es. Tu comprends? À quelque part, c'est que quand il m'a appelé me demander de revenir, j'ai dit oui. Moi, sans vraiment penser plus loin de mon nez si j'étais correct ou pas correct. Moi, aujourd'hui, je sais très bien que j'aurais dû demander un congé avec solde une couple d'années pour me permettre d'assimiler l'émotion, le trop plein d'émotions que j'ai vécu en dedans d'une semaine. Parce qu'oublie pas que j'ai eu peur de mourir dans la nuit du 23 au 24 août 2001. Et exactement le 30 août, donc une semaine jour pour jour, ils ont sorti mon passé carcéral. C'est beaucoup d'émotions pour une seule personne humaine à gérer en une très courte période de temps. Oui. Et j'aurais dû demander un congé avec solde pour essayer de... Et je l'aurais obtenu, il me l'offrait, tu sais. Et pour essayer d'assimiler. Moi, je sais que ça m'a pris 2 ans, personnellement, de redevenir le pilote avec la confiance que ça prenait pour devenir un commandant de bord de gros porteurs. 2 ans de temps de pratique, d'entraînement d'un simulateur, puis de faire des vols pour reprendre tranquillement, pas vite, ma confiance, tu sais. Et, mais je suis revenu quand même, puis mon premier vol, c'est que j'étais assigné pour m'en aller à Paris chercher un avion comme passager. Et le lendemain, ben, je ramenais l'avion comme pilote. Te dire que j'avais peur de faire le vol, non, j'avais pas vraiment peur, parce que quand tu as fait de la prison aux États-Unis, comme je l'ai fait, il n'y a plus grand-chose qui t'énerve, là. Mais il reste toujours que j'avais des papillons dans l'estomac dans ma chambre d'hôtel la veille du vol, à savoir que quand je vais m'asseoir dans le cockpit, le petit gars de Montjoly francophone, qui est devenu pilote international d'un gros porteur, dans une compagnie canadienne, française, québécoise, qui parle québécois, puis tout l'enseignement est en français, basé à Montréal, c'est pas assez, c'est rare, tu sais, je veux dire, c'est que j'ai pu me permettre de faire ça, le petit gars qui a grandi à Montjoly, puis il avait un rêve, puis il a réalisé son rêve. J'ai dit, ça me prenait une passion pour me rendre là. Comme toi, dans ton domaine, il faut que tu sois passionné. Que, quand je suis arrivé, si je rentre dans mon cockpit demain matin à la barrière à Charles de Gaulle, puis je commence à pitonner mon vol, je ressens plus le thrill que je chante tous les fois que j'embarque dans mon cockpit. Qu'est-ce que m'a fait à 50 ans? J'avais 50 ans à ce moment-là. Qu'est-ce que m'a fait à 50 ans? Moi, tout ce que je fais, c'est voler des avions, piloter des avions, tu sais. Qu'est-ce que m'a fait? Faut croire que la passion, ben, ça évapore pas facilement, parce que j'ai fini ma carrière quand même après 16 ans plus tard sur le même modèle d'avion, ouais. On va prendre une courte pause et on revient avec le commandant Robert Piché. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Robert, c'est quoi la dépendance pour toi? La dépendance, c'est quelque chose de très sournois. La dépendance, c'est quelque chose que tu t'accroches sans savoir que ça t'accroche. C'est ça qui est dur d'un alcoolique toxicomane d'arrêter de consommer sa substance. C'est parce qu'il est dépendant d'une substance, mais il pense pas qu'il est dépendant d'une substance. Tu sais, moi, j'ai consommé pendant 30 ans d'alcool, puis jamais, avec toutes les brosses que j'ai virées, tout le trouble que ça m'a amené, toute la bullshit que j'ai faite avec ma consommation, jamais que j'ai pensé que j'étais un alcoolique. Okay. Ça a pris un professionnel qui était habitué de gérer des alcooliques toxicomanes pour me dire à moi, l'héros national, que j'étais un alcoolique. Tu comprends? C'est drôle qu'avec les brosses que j'ai virées, comment ça que j'ai pas été capable de penser ça par moi-même? Quand tu es dépendant, tu sais pas que tu es dépendant, puis c'est ça qui fait que c'est dur de te débarrasser de ta dépendance. Tu sais? C'est une affaire que c'est comme une béquille que tu as besoin pour vivre, mais tu penses pas que c'est une béquille qui t'aide à passer à travers les émotions que tu vis. Moi, très jeune, j'ai compris, Jean-Pierre, là, très jeune, j'ai compris que la vie, là, c'était drôle. Tu viens au monde, tu vis puis tu meurs. Tout le monde va passer par là. Tu comprends? Même si tu vis pendant 90 ans, tu sais qu'un jour, tu vas mourir. Et très jeune, moi, j'étais réaliste à ça. Je me disais que ça me donne de vivre dans le sens que je sais qu'ils vont mourir un jour. Ça me donne de faire chier le voisin.
ça me donne de voler la job d'un autre, ça me donne de voler de l'argent d'un autre, ça me donne de faire du trouble dans ma vie avec les autres personnes quand je sais qu'ils vont mourir un jour. De là, peut-être ma rigoureuse honnêteté avec moi-même. Tu comprends? Peut-être développer mon honnêteté à partir de cette réflexion-là que je me suis fait quand j'étais jeune, sans m'en rendre compte. Fait que la dépendance, c'est un peu ça. La dépendance, c'est que c'est sournois, puis c'est mortel, puis tu t'en rends pas compte que tu es dépendant. Parce que tu as besoin de cette béquille-là pour te faire accepter les émotions que tu vis dans la vie, te faire accepter la vie en général. Tu deviens dépendant d'une substance qui te permet de passer à travers. Regarde la pandémie qu'on a présentement, comment il y a eu de divorce, de chicanes, de violence conjugale. Parce que le gars, il n'est pas habitué de vivre enfermé 24 heures par jour avec sa femme. Tu sais, à un moment donné, l'alcool coule à flot, puis le gars perd le contrôle, hein, parce que être enfermé, c'est pas facile. Tu sais, moi, quand le monde me parle du confinement, on va t'emmener, moi, 2 mois dans un 8 pieds carrés enfermé, tu vois même pas le soleil, tu sais. Ce que j'ai vécu quand j'étais en prison, tu sais, tu parles pas à personne, tu vois pas personne, de 3 fois par jour d'être fait, ça finit là, tu sais. Le confinement, assis chez vous avec toute la technologie et l'électronique qu'on a, que tu peux aller prendre une marche de temps en temps, emmène-en du confinement dans mon cas à moi, là, tu sais, il reste toujours que la dépendance, c'est une substance qui te permet de passer à travers la vie. C'est ça qui vient que tu es dépendant. Pourquoi qu'il y en a qui sont dépendants et d'autres qui ne sont pas? C'est que d'autres, ils ont une dépendance autre qui ne paraît pas que c'est une dépendance. Comme le gars m'a donné un exemple. Moi, dans le temps, là, j'allais à la chasse au chevreuil avec un gars que lui, là, les 2 semaines de chasse au chevreuil, là, il en parlait pendant 11 mois et demi dans l'année. Il faisait une job plate, tu sais, puis il était pas, mais son 11 mois et demi, là, était en fonction de son 2 semaines de chasse. Son 2 semaines de chasse, il rentrait dans le bois, là, déguisé à la Rambo, là, avec le couteau dans les dents, puis il fallait qu'il tue. Tu comprends-tu? Lui, c'était sa manière à lui. Mais lui, sa dépendance pour passer à travers la vie puis sa vie plate, c'était la chasse au chevreuil. Okay. Quand tu essayais de dire, ralentis, non, tu vas rentrer dans le bois une demi-heure avant le lever du soleil, la première journée, il était là à la minute près, mon homme, puis lui, là, il fallait qu'il tue. Comprends-tu? Ça, c'est un genre de dépendance, tu sais, pour l'aider à passer à travers sa vie, puis comprendre les émotions qu'il vit, puis passer par-dessus. Mais toi, tu penses qu'on a tous une dépendance de cette nature-là? C'est ce que tu dis? Moi, je suis certain que tout le monde a une dépendance. Tu sais, quand le monde me dit, t'as un problème de boisson, arrête de boire, ton problème va régler. Je dis, OK. Je dis, toi, tu bois-tu du café le matin? Il dit, oui, ça me prend mon café le matin. Essaye de ne pas prendre de café pendant une semaine de temps. Tu m'en parleras, si t'es pas dépendant du café. Tu comprends? Le gars qui fume la cigarette aujourd'hui, là, il se lève le matin, là, vu que tu peux pas fumer nulle part, il se lève le matin, tout de suite le matin, dans sa tête, là, il est aliéné à sa cigarette, à savoir où est-ce qu'il va fumer dans le jour. Tu comprends? Fait que, lui, il est dépendant de la cigarette. La cigarette mène sa vie. Puis la première étape des alcooliques anonymes sur les 12 étapes, la moitié de la première étape, c'est que tu as perdu le contrôle de ta vie avec ta dépendance. Et lui, avec sa cigarette, là, c'est sa cigarette qui gère son horaire quotidien, à savoir quand est-ce qu'il va pouvoir la fumer. Si le gars, il sait qu'il y a un meeting à 10h qui est supposé finir à 10h30, là, puis l'interlocuteur dans le meeting, à 10h30, il n'a pas fini de dire ce qu'il a dit, puis il dépasse 10h30. Penses-tu qu'après 10h30, le gars que lui, dans sa tête, à 10h30, il s'en allait fumer sa cigarette, penses-tu qu'il est en train d'écouter ce que le gars dit? Pas en tout. Il dit juste dans sa tête, c'est peu fini que je le fumer, ma cigarette. Mais tout ça, c'est inconscient. Tu comprends? Tout ça, ça se passe d'une manière inconsciente. Mais tu es dépendant terriblement de la cigarette. Mais l'alcool, c'est la même affaire. La dépendance, en général, c'est ça. Mais ce qui voudrait dire que... Une manière de passer à travers la vie. Béquille qui peut t'aider à passer à travers la vie. Tu sais, la stupidité de la vie. Tu vis au monde, tu vis, puis tu meurs. Puis dans ton cas, tu as remplacé cette dépendance-là par quelle dépendance, selon toi? Aujourd'hui, j'ai comment je pourrais bien dire ça? Aujourd'hui, je fais ma 12e étape. C'est par ça que j'ai remplacé. La notoriété que le vol 236 m'a donnée m'amène une crédibilité quand je parle aux alcooliques toxicomanes. Hier soir, je suis au Mont-Tremblant, comme je te disais, puis à La Belle. Je suis jamais allé à La Belle de ma vie. Il y a peut-être 500 habitants à La Belle, mais il y a un meeting à Or. Puis il y a une fille qui m'a appelé. Je suis allé partager hier soir à ce gang-là à La Belle, tu sais. Mais ils sont pas habitués d'avoir un héros national nécessaire devant eux autres pour leur parler de l'alcool. Fait que là, tu as 2 groupes de personnes. 2 groupes de personnes. Un groupe qui est impressionné de voir le commandant dans le petit village de La Belle venir parler de l'alcool. Tu as l'autre qui va dire,
qu'est-ce qu'il va nous compter le commandant? Pourquoi qu'il se prend ce style? OK. Et moi, mon rôle, c'est d'arriver là et faire ma 12e étape. La 12e étape, c'est d'aider un alcoolique à comprendre son alcoolisme, à l'accompagner là. La 12e étape, c'est quand tu as fait toutes tes étapes de ordre chronologique, tu arrives à ta 12e, c'est faut que tu aides un autre alcoolique. C'est le même que tu réussis à rester abstinent. Puis c'est une manière de l'aider, c'est d'aller faire des partages. Mais moi, quand je m'assis là et que je sens dans la salle cette tension-là entre les deux groupes que je te parle, moi, ma job, c'est de leur parler de ma maladie, comment moi, je suis malade avec l'alcoolisme, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir, et faire ma 12e étape pour dire, vous pouvez en sortir. Fait que la crédibilité que j'ai à cause de l'événement du vol de 36, puisque je suis un héros national, le gars en arrière, avec sa petite vie plate, que sont 2 semaines de chasse par année, puis qu'il prend un coup, il se dit, ben, Chris, commandant, un héros national, il est malade comme moi. Il explique exactement la même maladie que j'ai. Puis de la manière qu'il me parle, ça a l'air à marcher son affaire. Fait que moi, j'ai replacé ma dépendance, que je mettais beaucoup d'énergie dans cette dépendance-là pendant 30 ans de temps, dans l'énergie d'aider un autre qui souffre de l'alcool et qui ne comprend pas sa maladie. Tu sais? C'est là-dessus que j'ai... Puis je suis chanceux. Tu connais Régine, mon épouse. Je suis chanceux. Régine, c'est un professeur de yoga, c'est zen au bout, c'est complètement le contraire de moi, tu vois. C'est le contraire satif. Pourquoi, quand tantôt on parlait dans la vie, qu'est-ce qui se passait à cause de la rigoureuse honnêteté. Moi, quand j'ai rencontré Régine, j'étais à sa brosse, puis elle avait même demandé à mon chum, tu toujours de même? Il boit-tu toujours de même, Robert? Il dit, non, il boit socialement. Elle a bien vu que j'étais un alcoolique. Mais le fait que je rencontre cette femme-là, quand je travaillais en Europe, puis quand tu regardes la synergie, comment j'ai fait pour me rendre pour travailler en Europe, puis je rencontre cette Française-là, on décide de se marier, puis je l'amène au Québec. Aujourd'hui, je suis abstinent depuis 20 ans, mais c'est une femme comme elle que ça me prend. Oui. Et quand je l'ai rencontrée, j'étais dans mon actif d'alcool, tu comprends? Oui. C'était comme voulu que je rencontre dans mon parcours de vie, c'était comme voulu que je rencontre cette dame-là, parce que quand j'allais devenir abstinent, tu sais, tantôt, ta première question, elle dit, tu crois-tu au destin? C'est quoi le destin? Il y a quelqu'un quelque part qui m'a permis de rencontrer cette femme-là, sachant que dans ma vie, à un moment donné, je vais arrêter de boire, puis c'est le genre de femme que ça va me prendre pour garder mon abstinence. Tu sais? Parce que moi, je serais pas capable aujourd'hui d'être marié avec une femme qui aurait pris un coup avec moi, qui aurait fait la fête avec moi, puis qu'aujourd'hui, elle voudrait s'acheter bien des affaires, puis elle serait dans la consommation matérielle par-dessus la tête, je serais pas capable. Moi, c'est une femme de même ça me prenait. C'est-tu quelque chose que j'ai vu dans elle? J'ai eu un éclair de génie, une illumination. J'ai dit, ben, c'est cette femme-là que ça me prend. Mais j'étais sa brosse dans ce temps-là. Aujourd'hui, je le vois que c'est ça que ça me prend comme femme, tu sais, pour me garder mon abstinence. Fait que c'est qu'on parlait du destin tantôt, tu sais. Mais c'est quoi la différence? Parce que lorsque l'on lit ton livre, t'avais l'air d'un gars sur le party, mais c'est quoi la différence entre un gars dans trentaine, quarantaine qui est sur le party souvent, puis un alcoolique? L'alcoolique, non, c'est que tu es sur le party parce que tu étais un alcoolique. OK. T'avais l'air d'un gars social qui se traînait avec d'autres gars qui prenaient de la boisson, là. Tu sais, quand on lit ton livre, tu travaillais dans le milieu des bars à un moment donné, là. C'est ça. Ben oui. Là, tu penses que c'est ça que je te disais tantôt. C'est normal. Ça semble normal. C'est normal, puis tu te rends pas compte que tu es un alcoolique. Tu sais, c'est insidieux. Tu sais, c'est déroutant, mortel, l'alcoolisme. Là, toi, tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais moi, quand j'ai travaillé dans un bar puis je prenais un coup, c'est que je sortais de prison. J'avais soif de liberté, malgré que j'avais fait un crime, puis j'avais fait mon temps. Il reste toujours j'avais soif de liberté. Puis le milieu aéronautique ne voulait rien savoir de moi parce que j'avais fait de la prison. OK. Fait que ça me donnait l'excuse parfaite pour un alcoolique de consommer. Personne ne veut rien savoir de moi, puis j'avais de liberté. Mais manger tout un char, m'a partir à sa brosse. Mais c'est pas une affaire que je me suis assis sur ma chaise en sortant de prison, Jean-Pierre, puis je me suis dit, moi, il m'a enverré une maudite. Non, c'est une affaire qui se fait naturellement. Puis tu penses que tu fais la chose correcte pendant que tu le fais. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que c'est pas correct ce que tu es en train de faire, mais tu peux pas changer parce que tu es pogné dans une affaire, puis tu sais, tu peux pas en parler à personne. C'est moi ce que j'ai vécu en prison, là, quand tu sors de prison. Tu peux pas parler de ça à personne parce que si tu parles ça à quelqu'un, il est pas intéressé à savoir ce que tu as vécu. Ouais. Tes états d'âme sont pas intéressés. Fait que tu te fermes la gueule avec ça, tu gardes ça toi-même en dedans, puis tu essaies de refaire ta vie. Puis mon alcoolisme, moi, s'est développé bien plus en sortant de prison. Alors, j'étais jamais moi-même avec les gens. Parce que, mettons, je te rencontre Jean-Pierre dans le temps de mon alcoolisme, en sortant de prison, puis qu'on devient amis comme on est amis là,
est-ce que je te dis que j'ai fait de la prison ou je te le dis pas? Mm-hmm. Si je prends la chance de te le dire, est-ce que tu vas être assez ami pour le peu de temps qu'on va se connaître pour passer par-dessus, que je ne sois pas de mauvaise influence pour tes enfants ou peu importe? Ou si tu l'apprends dans un party un soir qu'on s'abrasse dans un party, puis un gars dit « Ah, t'es chum avec Piché, ben tu savais ça qu'il a fait de la prison? » Puis là, tu t'arrêtais en maudit contre moi parce qu'on était des chums, puis je t'avais pas parlé de ma prison. Tu sais? Mm-hmm. T'es toujours entre l'arbre et l'écorce quand tu sors de prison, il faut que tu te fermes la gueule avec ça. Fait que t'es pas toi-même, t'es jamais toi-même vraiment, parce que tu joues un personnage, parce que tu veux pas que ça se découvre que tu as fait de la prison. Ouais. Fait que ça a augmenté ma consommation d'alcool pour redevenir moi-même. Mais en consommation, en état d'ivresse, je n'étais pas moi-même non plus. Okay. Parce que t'es pas toi-même, les inhibitions sont tous parties, puis t'es prêt à faire n'importe quoi pour attirer un peu l'attention des femmes ou l'attention du monde. Puis là, tu te tiens avec des gars qui trippent comme toi. C'est une gang de bombes comme toi, et qu'eux autres aussi, dans leur cheminement, sont rendus dans l'alcool par-dessus la tête, puis tu sais, ils comprennent pas, tu sais. Et quand j'ai commencé mon abstinence, là, il y a 20 ans, les gars qui m'invitaient chez eux habituellement m'invitaient plus, puis moi, j'invitais plus ces gars-là. J'ai réalisé que ces chums-là, c'était des chums de brosse, tu comprends? Mm-hmm. Mm-hmm. Autant que pour eux autres, j'étais un chum de brosse, qu'eux autres l'étaient pour moi. Et t'invites le gars chez vous, tu prends plein coup. Le gars, il amène sa bouteille de vin, tu lui sers sa bouteille de vin, mais lui, il s'attend que t'en sortes un autre, tu sais. Ben oui. Mais tu peux en sortir un autre, mais toi, à 9 heures, il commence à être garlot, puis il commence à radoter, puis toi, ça t'intéresse plus, puis toi, t'es plus intéressant pour lui parce que tu bois plus. Fait que ces gars-là, ben, t'es invites plus, puis là, les autres t'invitent plus non plus. Fait que, tu sais, tu changes ton comportement puis ta manière de vivre, hein. Fait que la dépendance, ça tourne tout autour de ça, hein. J'aimerais ça qu'on parle de ta fondation, donc, que tu as mise sur pied, là. Ouais, Fondation Robert Piché, ouais. J'ai déjà d'ailleurs participé à une de tes activités, qui était la Grande Envolée, là, que tu ne peux plus faire maintenant, mais il y a d'autres levées de fonds. Donc, parle-moi un peu de ce projet-là, comment c'est né, puis qu'est-ce que vous faites? Moi, à un moment donné, quand tu deviens une personnalité connue, tu as toutes sortes d'opportunités qui t'es proposées sans que c'est toi qui y penses, tu sais. Parce que t'es une personnalité connue, puis les gens veulent t'avoir dans son événement. Puis à un moment donné, il y a un gars qui m'a approché, il disait, écoute, on pourrait partir une fondation, porterait ton nom. On ramasserait des fonds à travers des levées de fonds pour aider les maisons thérapeutiques qui ont de la misère à joindre les deux. Tu le sais, tu es dans le milieu de la santé. Bien souvent, tu es obligé de faire des levées de fonds pour t'acheter des nouveaux équipements, des choses comme ça. C'est pour les levées de fonds que j'ai participé à tes levées de fonds. Puis j'ai dit au gars, ouais, ce serait une bonne idée. Dans le fond, c'est sûr. Puis ça continue toujours ma 12e étape. En partant de fondation, j'aide des autres alcooliques d'une manière en donnant de l'argent de mes levées de fonds aux maisons thérapeutiques qui ont de la misère à joindre les deux bouts à la fin du mois, tu sais. Fait que j'ai dit au gars, ben ouais, on va partir de cette fondation-là. Puis là, ben, on a commencé à brainstormer avec le genre de levée de fonds qu'on pourrait faire jusqu'à la grande envolée que tu as participé, là, tu sais. Puis l'argent était redistribué aux maisons thérapeutiques qui avaient de la misère financièrement. On les aidait, tu sais. J'ai des maisons où j'ai aidé, puis j'essaie d'aider les maisons partout au Québec. Il y en a une à Rimouski, les 3 mois, là, qui s'occupe des alcooliques toxicomanes. Imagine-toi, il y avait besoin de 1000 pièces pour déménager. 1000 pièces. Tu comprends? Ils ont fait une demande à ma fondation, puis on leur a donné les 1000 pièces en question, puis j'étais super content qu'on participe à leur déménagement. Mais tu sais, comment tu fais pour arriver à aider l'alcoolique toxicomane, puis avoir une bonne volonté de l'aider pour ces dirigeants-là, et te marquent 1000 pièces pour déménager tes locaux. Tu comprends? C'est débile quand tu y prends 1000 pièces pour des professionnels hautement qualifiés puis hautement rémunérés comme nous, c'est pratiquement rien. Il reste que toujours qu'eux autres, dans leur budget mensuel, ils avaient besoin de ce 1000 pièces-là, tu sais, pour qu'ils fassent la demande. Tu sais, ils auraient pu demander 5000, bon, on leur a donné 5000, tu sais. Mais eux autres, c'est de 1000 pièces qu'ils avaient besoin. C'est pour montrer la rigoureuse honnêteté qu'ils ont. Ils ne demandent pas plus de ce qu'ils ont besoin, tu sais. Tu peux pas dire non à ce genre-là. C'est un peu pour ça que la fondation, j'ai parti ça pour aider à ce niveau-là. Ça me servait encore une fois de ma popularité, de ma notoriété pour attirer les gens puis organiser des levées de fonds d'une manière plus facile. J'avais cru comprendre à un certain moment qu'il y avait un projet même de créer une maison ou... Ouais, là, j'ai rencontré un donateur principal assez majeur que lui, il m'a appelé à un moment donné. C'était un gars qui participait à mes levées de fonds. Il était toujours assez généreux, puis on est devenus chums à travers les années. Et à un moment donné, il connaissait mon projet que je voulais ouvrir une maison thérapeutique. Tu sais. Et à un moment donné, il dit, écoute, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il dit, je posais faire un coup de circuit là, au niveau des actions à la bourse.
j'aimerais ça, si ton projet que tu parles tout le temps, que tu veux partir d'une maison thérapeutique, je serais prêt à le financer. Fait que l'erreur qu'on a faite, c'est que financer l'achat d'un monastère pour ouvrir ce centre-là avant de faire son coup de circuit avec son action. OK. Le coup de circuit n'est pas venu. Fait qu'à un moment donné, il nous a permis d'acheter le monastère. Il nous a donné quand même au-dessus de 3,2 millions, tu sais, pour gérer ça. OK. Tu sais, lui, il fait partie de la fondation Beau-Soleil. Son nom, c'est Serge Beau-Soleil. Très généreux de sa personne, très généreux de son temps. Mais à un moment donné, c'est un gouffre sans fond. Une maison thérapeutique, il faut être de l'argent. Tu comprends? Si tu n'as pas d'argent, tu restes dans le communautaire puis tu te fies aux subventions, tu vas toujours gratter un peu comme l'exemple que je te donnais tantôt pour le 1000$. Là, tu sais. Tu vas toujours gratter pour arriver. Pourtant, comment je te dirais ça? Ton option de vouloir aider celui qui souffre, il est toujours terni par le fait qu'il faut que tu cours après l'argent. Tu comprends? Autant dans ton domaine à toi, Jean-Pierre, qu'il faut que tu fasses des levées de fonds pour l'hôpital, ton hôpital, autant que c'est pareil dans le communautaire, tu sais. Tu veux aider les gens, mais ta mission et ta volonté d'aider les gens est toujours diminuée par le fait que faut que tu trouves de l'argent pour pouvoir avancer. Bon, aujourd'hui, on sait que tout coûte de plus en plus cher. Et à un moment donné, on a essayé de faire des levées de fonds pour continuer à y montrer aux mécènes qu'on était capable de faire nos propres levées de fonds pour y donner un coup de main. Mais je suis rendu au bout que j'ai trop besoin d'argent, ça coûte trop cher à opérer. Tu sais. Ce serait quoi comme budget, disons, là, de fonctionnement? Ça coûtait environ 75 000$ par mois, juste à René. Tu sais, j'avais 6 500 000 pieds carrés de terrain, 53 000 pieds carrés de bâtisse, 55 chambres, 3 étages. C'était un gros monastère. C'était un gros projet. Mais je n'étais pas supposé manquer d'argent, d'après ce que le médecin disait. On pensait que ça allait aller plus vite à chercher les accréditations du ministère. Mais là, tu as eu la pandémie qui a tombé là-dedans. Tout le monde est en télétravail. Tu sais, tu rentres au ministère dans un département, là, tu parles avec un gars pendant un mois de temps, puis tu es en train de monter le dossier avec lui. À un moment donné, tu t'appelles, c'est un autre qui te répond. Là, tu dis à l'autre, je voudrais parler à un tel. Et il dit, monsieur, il y a COVID, puis il est en isolement chez eux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, il faut que tu réexpliques à ce nouveau fonctionnaire-là tout ton dossier. Puis lui, laissez-moi, monsieur, regarder votre dossier, puis je vous rappelle. Le gars, il te rappelle 3 semaines plus tard, parce qu'il n'y a pas juste ton dossier à gérer, parce qu'il reprend les dossiers de son collègue qui est en isolement. Puis là, quand il te rappelle 3 semaines plus tard, il n'est pas trop au courant, mais il a eu le temps de regarder quand même ton dossier. Fait que là, faut que c'est tout toi du temps que tu perds, puis c'est de l'argent que ça te coûte pendant ce temps-là. C'est pas facile aujourd'hui opérer dans le communautaire. C'est vraiment pas facile. C'est toujours une question d'argent. Donc, votre modèle, maintenant, c'est plus d'aider, vous avez des demandes de financement que vous tu fais de la demande entre janvier et juin, tu fais de la demande, c'est tout bien démarqué sur le site Internet de la Fondation. Tu te fais une demande de fonds. Puis au mois de juin, le conseil d'administration se réunit. On regarde les 400 demandes qu'on a. On donne l'argent en conséquence. Mais il faut toujours que tu sois relié à la dépendance à l'alcool ou aux drogues, tu sais. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour les enfants, la prévention, que ce soit pour la répression, peu importe. Faut que tu demandes. Faut toujours que tu aies une mission dans ta démarche que c'est pour aider l'alcoolique toxicomane. Tu sais, je ne pourrais pas donner, mettons, 5 000$ au cancer du sein. Non. Parce que c'est pas la mission versus l'Agence de Revenu Canada. Quand je fais des impôts, pourquoi te donner 5 000$ au cancer du sein quand c'est pas ta mission? Ils pourraient me poser cette question-là. Tu sais. OK, quand même. C'est pour gérer, pour être sûr certain que ton argent va ce que tu as dit à l'Agence de Revenu Canada ou ce qu'elle a allé. Tu sais, puis il y a tellement eu d'abus dans les fondations à travers les années que maintenant, Revenu Canada, l'Agence du Revenu Canada, ils ont serré la vis pas mal. Tu sais. OK. À long terme, la pérennité de la fondation, tu vois ça comment, là? On essaie tout le temps. Là, la pandémie nous a donné la pandémie nous a donné un bon coup dans les jambes, là, tu sais, parce qu'on la levée de fonds, le 20e anniversaire que j'ai fait, là, pour te donner juste un exemple, il y avait 400 places dans la salle, mais on pouvait en mettre juste 147 avec les distanciations, les mesures sanitaires, tu sais. Fait qu'à quelque part, j'ai pas pu maximiser ma levée de fonds. J'ai fait un peu d'argent, mais j'ai pas fait de l'argent que j'aurais dû faire. Ça fait que c'est de plus en plus dur, puis c'est pas encore terminé. Là. Ça commence, on recommence à revenir en présentiel. Fait que là, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire pour faire des levées de fonds. Surtout comme tu disais tantôt, j'ai plus l'avion. Je peux plus louer l'avion comme je faisais avant pour faire un vol, la grande envolée. Dis-moi, Robert, c'est quoi pour toi la santé? La santé, c'est de faire ce que tu as à faire
le mieux que tu peux dans la journée. Autant la santé mentale que physique, tu sais. C'est sûr que si je mange la malbouffe à tous les jours, qui est vraiment inculpée dans notre manière de vivre nord-américaine, tu sais. La preuve, tu sais, les Chinois qui se mettent à manger du McDonald's, ils commencent à faire de la haute pression qu'ils n'ont jamais fait dans leur historique, tu sais. Je veux dire, tu vois tout de suite que c'est pas bon, tu sais. C'est sûr que si tu en manges à tous les jours, mais faut que tu sois réveillé à garder ta santé le plus longtemps possible. Puis c'est drôle, plus que tu vieillis, plus que tu te rends compte des choix de vie et les choix que tu as faits à ta santé quand tu étais plus jeune. Aujourd'hui, tu en bénéficies. Moi, j'arrive à 70 ans, j'ai aucun problème physique, tu vois. C'est sûr mes articulations, des fois, quand je m'entraîne trop, ben je le sens, là, tu sais, puis des fois, mes genoux enflent parce que j'ai trop marché dans la montagne, puis ce que j'avais pas avant, tu sais. Et il reste toujours la santé, il faut que tu mettes une discipline puis une routine pour arriver à avoir un état de santé physique et mental dans la bonne manière. Mais on est tellement accablé par toutes sortes de publicités à journée longue que l'appât du gain, puis peut-être plus que le voisin, puis bien souvent, t'oublies de ta santé au détriment de, tu sais, Dalai Lama qui disait tout le temps qu'il comprenait pas que le Nord-Américain travaillait fort pour obtenir une bonne qualité de vie monétaire, mais en faisant ça, il perdait la santé, puis un coup qu'il avait perdu la santé, il prenait l'argent qu'il avait fait pour retrouver la santé. Il trouvait que lui, ça faisait pas de sens, tu comprends? Et il avait raison, dans le fond, c'est parce que le Nord-Américain, notre manière de vivre du côté capitaliste, ça t'amène à pas être en santé. Mais quand tu réalises qu'il faut que tu te mettes en santé, des fois, il est trop tard. Il est un peu tard. Les dommages sont faits. Les dommages sont faits. Moi, des très jeune, j'étais encore là réalisé, je te parlais tantôt, très jeune, j'ai réalisé avec l'histoire de la vie, là, qu'il fallait que je me mette en forme. Moi, à l'âge de 14 ans, j'ai demandé à ma mère, je pourrais-tu m'inscrire à un gym? Il y avait un gym chez nous, là, à Montjoly. Elle dit, pourquoi tu veux t'inscrire? Parce que je veux me mettre en forme. Tu sais, toute ma vie, moi, j'ai fait de l'entraînement, malgré dans les pires années de ma consommation. Le lendemain matin, je me t'au-flagellais en allant m'entraîner. Tu dis, mon cochon t'a voulu brosser hier soir, mais le matin, tu vas y aller t'entraîner, tu sais. Fait que je me suis toujours entraîné, j'ai toujours essayé de manger le mieux possible. Je suis pas parfait, mais ça a toujours fait partie de ma vie et de ma santé. De ce côté-là, et quand j'ai une santé physique qui marche bien, tu as une santé mentale qui va bien aussi. Tu sais, quand je te parlais de mon mentor qui a décidé de mourir lui-même, là, à 83 ans, qui était tanné d'être malade, tu sais. Et quand tu es tanné d'être malade, tu peux pas penser normalement. Tu sais, je sais pas, tu as déjà vu sur Internet les organes du corps humain qui se parlent entre eux autres. Puis, ils essaient de décider c'est lequel qui est le plus utile des organes du corps humain. Tu sais, le cerveau va dire, ben c'est moi qui le sens de l'énergie, puis c'est moi qui pense, c'est moi qui fais. L'autre, les poumons, on dit, ben non, moi, si j'arrête de respirer, tu vas mourir. Le cœur dit, ben non, c'est moi que si j'arrête de battre. Puis tous les organes se chicanent. Puis à la fin, le dernier organe qui parle, c'est l'anus. L'anus, il dit, moi, si je me bloque, je me ferme, tous les autres organes ne marcheront pas bien. Tu comprends-tu? Écoute, j'ai un de mes collègues qui est chirurgien colorectal. Quand il va entendre ça, il va être tellement content, là. c'est ça. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour te dire que, quand tu regardes ça, t'es pas porté à penser que l'anus, vu que, tu sais qu'est-ce qui se passe là-dedans, que c'est, dans le fond, comment je dirais ça, pas la coïncidence, la comparaison de ça est vraie quand même, tu sais. Tout à fait. La santé, si tu prends soin de ta santé physique, en mangeant bien, en ayant une bonne qualité de vie, mais la santé mentale va suivre avec. Exact. C'est vrai. Et on conclut souvent avec une petite section baguette magique dans cette entrevue-là. Donc, je te donne une baguette magique, puis je te laisserai changer une chose instantanément dans le système de santé québécois aujourd'hui. Ce serait quoi? Ouais. Ça, tu sais, une baguette magique, on parle de baguette magique. Donc, je peux faire juste un petit coup de baguette et tout changer. Moi, si j'avais cette baguette magique-là, puis une baguette magique existait pour le vrai, moi, je repartirais tout à zéro. Okay. Je pense que la machine est trop grosse. Tu sais, tu regardes Côté parler à tous les jours à TV. Le gars fait un job extraordinaire avec les moyens qu'il a. Tu sais. Ils sont encore au fax, t'imagines-tu? T'imagines-tu le travail qu'ils ont à faire pour embarquer dans l'ère de l'an 2000? Tu sais,
la machine est tellement grosse, là, puis elle est tellement bourbée que c'est difficile. Tu rentres dans les hôpitaux, des fois, je vais voir mes chums. J'ai un de mes chums qui est décédé dernièrement, puis je suis allé le voir à l'hôpital. Là. C'est comme un nid d'abeilles. Tu vois que tout le monde qui sont là, sont en train de s'affairer, puis ils font ce qu'il y a à faire pour assurer ta santé. Et ça a l'air tellement compliqué au point de vue administration, au point de vue paperasse. Ça me fait penser un peu quand j'étais en France, le côté paperasse, puis le côté démocratique, puis le côté hiérarchique, tu sais. Ça a l'air tellement compliqué comme nid d'abeilles. Tu te dis, mais moi, si j'avais une baguette magique comme côté, là, je mettrais ça à 0. On nous fasse tout pour repart le système à 0. Okay. Je pense que ce serait la seule manière de revenir à la santé. Mais en même temps, le fait que tu trouves ça complexe, c'est peut-être parce que tu ne connais pas ce milieu-là. Moi, oui, si je connais pas. Si je rentre dans une tour de contrôle, là, je vais trouver que les gens ont l'air mêlés pas mal aussi. Ah oui, quelqu'un qui rentre dans mon cockpit puis il a de l'air à trouver ça difficile, puis toi, tu as de l'air à être à l'aise là-dedans. Mais quand je te dis ça, je me fie à ce que j'entends, ce que je lis dans les journaux, ce que je vois dans le système aujourd'hui, tu vois. Okay, je fais une thèse quand je lis Patrick Lagacé, puis je regarde des éditoriaux sur ma tablette. J'essaie de faire une thèse sur comment ça fonctionne. Puis j'en garde côté parler à tous les jours, puis tu sais, le gars, il a de l'air en contrôle, mais il se bat tellement contre une grosse machine, puis il essaie de mettre cette machine-là à l'endroit, tu sais, Donc, c'est un bon choix, ça. Écoute, si moi, je reprends la baguette magique, puis je te permettrais de rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café, ce serait qui? Moi, tu sais, je pourrais te dire Nelson Mandela, je pourrais te dire le Dalai Lama, je pourrais te dire Mère Teresa, Gandhi. Tu sais, tous ces personnages-là, très connus, très popularisés, très médiatisés, quand tu regardes leur vie, parce qu'ils ont tous écrit leur biographie, tu regardes leur cheminement de vie, puis il y a une raison pourquoi ils se sont rendus là. Comme Mandela, il a fait de la prison pendant 28 ans, puis ça lui a permis de développer son mental. Mère Teresa, tu la regardais, puis elle dégageait l'amour. Tu sais, l'altruisme, elle le dégageait juste en la regardant. Tu sais, je veux dire, tu ne pouvais pas faire autrement. Le Dalai Lama, c'est pareil, tu sais. C'est Hubert Reeves. J'aimerais bien rencontrer Hubert Reeves, savoir qu'est-ce qu'il pense dans sa tête, tu sais, son cheminement. Mais la personne que j'aimerais rencontrer, ce serait mon père. OK. Tu comprends? Parce que mon père, aujourd'hui, je suis rendu à 70 ans, puis je m'aperçois que j'ai plus de mon père que je pensais que j'avais. J'aimerais ça pouvoir m'asseoir avec lui, puis discuter devant un café. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu le père qu'il était? Qu'est-ce qui a fait, un peu comme, tu sais, je te parle de Nelson Mandela, tous les grands noms, ils ont un cheminement, les autres, que je peux lire, que je peux apprendre, que je peux me documenter. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont rendus les personnalités? Tu sais, Gandhi, quand il a travaillé en Afrique du Sud, il s'est fait jeter dehors des trains, puis c'est un avocat, il mérite. Puis, tu sais, son cheminement l'a amené à ce qu'il est devenu. Là, tu comprends qu'est-ce qu'il est devenu par après. Et moi, mon père, on n'a jamais rentré dans des discussions assez sérieuses, profondes, à savoir qui il était exactement. Tu sais, moi, j'ai 20 ans d'entrevue depuis le vol 236, là, puis jamais personne ne m'a demandé qu'est-ce que je pense, comment j'ai réagi moi-même quand le deuxième moteur a arrêté. Le monde veut savoir juste le côté sensationnalisme du vol 236. Ils m'en gardent tellement de très haut qu'ils sont pas portés à penser que j'ai eu une émotion, la peur de mourir ce soir-là, parce que j'ai sauvé ce monde. J'aimerais ça m'asseoir avec mon père et essayer de comprendre c'était quoi son cheminement, puis qu'est-ce qui a fait qu'à 60 ans, il voulait pas vivre plus vieux que 60 ans. Mon père m'avait dit ça une fois, tu sais. Il dit, moi, je veux pas aller plus vieux que 60 ans, parce que mon père avait peur de rester paralysé s'il tombait malade. Tu sais. J'aimerais ça savoir c'était quoi son cheminement de petit gars, comment il a pensé ce que je te contais tantôt, quand moi, quand j'ai réalisé très jeune que la vie est un petit peu ridicule à vivre, tu sais. Lui, est-ce qu'il a pensé comme ça? J'ai jamais rentré dans des discussions assez profondes de mon père parce qu'il est mort, j'en avais 27, puis quand j'avais 27, j'étais sur la brosse. C'est pas une affaire qui me préoccupait à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais que mon père ait 90 ans, que j'en ai à 55 ans. J'aurais pu m'asseoir avec mon père à 90 ans, puis qu'il me compte un peu son cheminement de vie. Tu sais. J'ai jamais eu cette chance-là, puis je sais, si tu me donnais la possibilité, c'est ça que j'aimerais. C'est cette personnalité-là que j'aimerais. Bon choix. Écoute, merci Robert. En terminant, je veux parler donc, juste donner l'adresse de la fondation, là, tu me corrigeras, mais c'est fondationrobertpiché.org. .org, c'est ça, ouais. Donc, vous pouvez aller visiter le site, vous pouvez faire un don, je vous encourage, comme je l'ai fait, à adhérer au don mensuel. Comme ça, vous allez l'oublier.
puis vous n'y penserez plus. Puis deuxièmement, vous pourrez, lorsque les gens vont vous solliciter pour autre chose, vous pourrez dire non, moi je supporte déjà la fondation. C'est ça. Bien souvent aujourd'hui, c'est ça, hein. Bien souvent, c'est ça. Quand je sollicite d'autres fondations, ils ont déjà tout leur monde, tu sais, ils ont déjà tous leurs organismes propres. Ils donnent alors, déjà. Je mettrai l'adresse de la fondation sur le site Internet. Puis, en termes de conférences, si les gens veulent t'avoir pour une conférence, c'est également par le site Internet, c'est ça? Donc, non, les autres, faut qu'ils aillent surtout sur... faut qu'ils appellent mon agent, tu sais. Mon agent, c'est Julie Desgagnés, comme tu connais très bien. Mm-hmm. Ben, de toute façon, si tu pitonnes sur Internet, tu vas sur mon site Internet personnel. D'accord. Tu sais, tu parles pitonnerobertpiché.com, là, puis d'accord. Le site Internet va sortir, puis les coordonnées sont là. Je mettrai les coordonnées également pour ça. Donc, avant de nous quitter, as-tu un dernier conseil, une dernière pensée, ou on a fait le tour de... Ben, tu sais, dans la vie, comme je te disais tantôt, je vais souvent dans les écoles, puis je fais des conférences dans les écoles, où les petits jeunes qui me racontent ça à la rue, les affaires de même, tu sais, ou dans les signatures de livres, là-dedans, mon livre va être mon petit gars de 15 ans, tu sais. Mais moi, ce que je marque tout le temps dans le livre, c'est dans la vie, il faut toujours aller au bout de ses rêves. Et des fois, dans la manière qu'on vit, nord-américaine capitaliste, on oublie que nos rêves, c'est important. Moi, quand j'étais petit cul, je rêvais de faire le tour du monde. Quand je rentrais à l'Expo 67 à 15 ans, dans le pavillon de la Thaïlande, ça marquait Bangkok en gros, j'ai tombé en bas de ma chaise. Pourquoi? Je sais pas. Mon père était voyageur de commerce dans le temps. J'ai commencé à voyager avec lui le tour de la Gaspésie. Puis je me suis dit, un jour, je vais y aller à Bangkok. C'était mon leitmotiv, ça, de faire le tour du monde. T'sais? Et à un moment donné, quand j'ai découvert l'aviation, j'ai devenu passionné des avions. J'ai dit, j'ai joint l'utile à l'agréable. Ma passion à mon rêve pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Mais, il faut toujours rester intrinsèquement honnête avec soi-même pour pouvoir réaliser son rêve et sa passion. Faut aller au bout de ses rêves tout le temps. Aller au bout de ses rêves. Alors, ceci conclut mon entrevue avec le commandant Robert Piché. Robert, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Jean-Pierre. Je suis bien content d'avoir discuté un peu avec toi. Puis, on va offrir aux auditeurs une copie de ton livre dédicacé, qui, donc, il y a eu plusieurs éditions, mais la dernière s'intitule « Sa vie, son destin ». Alors, pour pouvoir gagner une copie dédicacée du livre de Robert Piché, vous allez devoir donc faire un petit devoir, aller sur le site Internet du balado, qui est www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Et vous allez devoir nous dire le vol de Robert Piché a été dérouté de combien de milles vers le sud lorsqu'il s'est engagé au-dessus de l'Atlantique. Puis je ferai tirer donc une copie du livre qui sera signé par le commandant Piché à une des personnes qui aura fourni la bonne réponse. Par ailleurs, je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous invite donc à visiter le site web comme je viens de le mentionner, visiter la page Facebook pour me suggérer des invités. Je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.